Bonjour à tous et bienvenue dans Politique et Éco. Alors, la zone euro va mieux, paraît-il, en tout cas c'est ce qu'on nous vend à Bruxelles. Croissance en hausse, récession évitée, chiffres meilleurs que prévu, mais une question se pose. Si l'économie irait mieux, pourquoi les Européens ont-ils le sentiment inverse? Cette semaine, on va regarder derrière les statistiques officielles d'où vient vraiment cette croissance européenne, qui en profite et si elle est durable ou simplement artificielle. Notre invité aujourd'hui, Laurent Izard, bonjour. Bonjour. Laurent Izard, vous êtes agrégé d'économie-gestion et diplômé en droit, l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment 365 raisons d'aimer la France et les Français, À la sueur de ton front et La France vendue à la découpe, que vous étiez d'ailleurs venu présenter à TV Liberté. Et avant de commencer cette édition, vous savez qu'il est important pour nous que vous cliquiez sur ce pouce en l'air, que vous nous laissiez un maximum de commentaires. Et si vous le voulez, vous pouvez vous abonner également à notre chaîne. Alors, cette bonne nouvelle, Laurent Izard, selon Eurostat, la zone euro a connu une croissance d'environ 1,5% en 2025 contre 0,9% en 2024. De quoi parle-t-on exactement? Est-ce qu'il s'agit d'une reprise réelle ou d'une simple amélioration statistique? Ouais, déjà, je pense que la première chose, c'est qu'il faut relativiser cette croissance. Alors, on se réjouit aujourd'hui d'une croissance à 1,5. Il faut bien voir qu'il y a encore quelques années, on attendait des taux de croissance qui tournaient plutôt autour de 3%, 4%. C'est ce qu'on nous avait promis quand on a voté pour Maastricht dans les années 90. Vous aurez le plein emploi, la croissance, 1,5, voilà. C'est quand même pas lourd, quoi. Ouais, on considère en général dans la théorie économique que pour améliorer les chiffres du chômage, par exemple, il faut un minimum de 2%. Or là, on est à 1,5. Alors effectivement, c'est peut-être un peu plus que ce qu'on attendait, mais ça reste une croissance relativement limitée par rapport, par exemple, aux 3 à 4% de l'Afrique francophone, par rapport aux 5, 6, 7% de la Chine et par rapport aux 3 à 4% des États-Unis. Donc oui, c'est un bon résultat par rapport à ce qu'on attendait, mais bon, c'est aussi un résultat relativement faible par rapport au reste du monde. Et nous sommes dans une économie mondialisée, donc il faut raisonner à l'échelle mondiale, pas à l'échelle européenne. Justement, comment est-ce qu'on peut expliquer cette faiblesse de la croissance européenne au regard des autres ensembles économiques? Je pense que c'est un phénomène multifactoriel, bien évidemment. Il y en a un auquel je suis très attaché, je pense qu'il est essentiel, et je ne suis pas le seul, c'est la faiblesse de notre industrie. C'est l'industrie qui crée la richesse véritablement, et en France particulièrement, on a sacrifié notre industrie. Dans d'autres pays, c'est mieux. Nous, on est à 9% du PIB actuellement. En Allemagne, en Italie, on est plutôt aux alentours de 15%. En Suisse aussi, dans les pays nordiques également. Mais ça reste très inférieur par rapport à d'autres pays. Or, moi, je suis persuadé que l'industrie, c'est la source première de création de richesse, si vous voulez. On a pensé dans les années 80-90 que l'industrie, de toute façon, n'avait pas d'avenir en Europe. Et après tout, que ça serait très bien si on avait une économie sans usine. Moi, je pense que c'était une grave erreur qui a été portée par nos économistes, par nos dirigeants de l'époque et aussi par les chefs d'entreprise eux-mêmes, qui ont souhaité délocaliser. Voilà. Donc ça, c'est un premier facteur. Il y a un autre facteur, on pourra le développer si vous souhaitez. Il y a un autre facteur, c'est le problème, je dirais, structurel de compétitivité de nos firmes. Nous sommes, je l'ai dit, dans une économie tout à fait mondialisée et nos entreprises traînent des boulets aux pieds qui sont presque insurmontables. Surtout les entreprises françaises. Alors, pas que. Les normes, oui, alors, la paperasse. Alors, les normes, on a déjà un premier volet qui sont les normes européennes, qui sont déjà très lourdes pour tous les pays de la zone euro. Mais en plus, en France, on a des normes qui s'ajoutent aux normes européennes. On a effectivement, vous avez raison de signaler, les impôts de production qui sont particulièrement lourds en France. Bon, je crois qu'il faut rappeler quand même qu'on est globalement le pays le plus fiscalisé de tout l'OCDE. Et ça, c'est quelque chose qui pénalise nos entreprises, même si globalement, depuis quelques années, on a réduit un tout petit peu les impôts de production. C'est à signaler. Voilà. Mais globalement, nos entreprises sont pénalisées. Elles sont pénalisées par un certain nombre de coûts, et notamment le coût de l'énergie. Vous comprenez, quand une entreprise française
paye son énergie 2 fois plus cher qu'une entreprise américaine ou une entreprise chinoise, ça crée un différentiel de compétitivité qui est quasiment insurmontable. Quand vous ajoutez à ça le coût du travail, le coût de la main-d'œuvre, quand vous ajoutez un certain nombre de contraintes locales, on se rend compte que nos entreprises, même si elles ont des qualités réelles, ne peuvent pas être compétitives. Et on le voit, elles ont une croissance qui est relativement faible. Elles ont aussi des problèmes de financement extrêmement forts. Alors ça, c'est très franco-français. Hein. En Allemagne, par exemple, les entreprises ont des relations beaucoup plus suivies, beaucoup plus pérennes avec les banques. En France, on crée beaucoup de start-up qui sont de grande qualité. On a encore des énergies très importantes. Mais elles ont du mal à se développer parce qu'elles n'arrivent pas à trouver les financements nécessaires pour se développer. Sauf si on s'appelle Xavier Niel. Ah, bien sûr. Il y a eu quelques exceptions et quelques belles exceptions. Mais en règle générale, vous savez... bénéficie d'ailleurs de quelques largesses, accointances... de milieux proches du pouvoir. Bien sûr. Mais ça c'est connu. Mais une fois encore, ça concerne quelques entreprises. La réalité, plus globalement, c'est que nos entreprises n'arrivent pas à se développer. Et donc, on a un manque d'ETI, vous savez, d'entreprises de taille intermédiaire en France. Et vous savez, moi, je reprends souvent cette citation de Nicolas Dufourcq, le directeur général de BPI France, qui a dit, les entreprises françaises, à 80% dans la medtech et la biotech, donc les secteurs d'avenir, eh bien, elles se font racheter avant d'avoir atteint une taille suffisante. Donc on a un véritable problème de nos firmes en France qui souffrent de déficit de compétitivité. Et c'est vrai pour certains pays européens aussi, mais pas tous. Alors, je lisais cela dans Le Monde. On nous explique que la croissance s'est améliorée en 2025, malgré la guerre commerciale avec les États-Unis. Mais on a appris le 20 janvier dernier que les députés européens avaient gelé le gel de processus de ratification de cet accord commercial convenu avec les États-Unis en juillet dernier. Alors, où en sont ces droits de douane? Est-ce que les États-Unis nous ont appliqué ces droits de douane, ou alors est-ce que ce processus de ratification n'est pas en marche? Alors écoutez, sur ce point précis, on navigue à vue complètement. C'est-à-dire que vous posez la question à un entrepreneur aujourd'hui, il est incapable de vous dire quels seront les droits de douane, notamment s'il est exportateur, ou s'il est importateur aussi, d'ailleurs, dans 15 jours. Ils n'en savent rien. Et c'est cette incertitude aussi qui pèse sur notre économie. Donc cette guerre commerciale n'existe pas alors? Alors si, elle existe, mais elle est, si vous voulez, subordonnée à des décisions tout à fait conjoncturelles qui peuvent être prises par les États-Unis et qui, d'une certaine façon, assez curieusement, ont participé à la bonne croissance de l'économie européenne que vous citiez tout à l'heure. Pourquoi? Parce que nos entreprises exportatrices ont anticipé les droits de douane américains. Et donc, elles ont accru leurs exportations en anticipant une hausse des droits de douane. Et c'est un des facteurs, ça, qui a généré un petit peu de croissance, avec d'autres facteurs, notamment la consommation en Europe. Pas en France, mais en Europe, globalement, la consommation a soutenu l'économie. Oui, on sait que les entreprises américaines, avant l'annonce de ces droits de douane, avaient accumulé des stocks. Aussi. Donc voilà, c'était des deux côtés. Ils se sont absolument un peu précipités pour anticiper ces droits de douane. Absolument. Mais vous savez, d'une façon générale, les entreprises ont besoin d'anticiper à 6 mois, 1 an, voire à beaucoup plus en cas d'investissement. Or là, comme je le disais, nos entreprises naviguent à vue. Et ça, c'est un réel problème parce que l'absence de visibilité décourage l'investissement. Donc, cette croissance qui est plutôt une bonne chose aujourd'hui, elle risque à moyen terme de ne pas se pérenniser. Alors, vous le dites que ça peut expliquer cette croissance, le fait que les entreprises aient précédé les droits de douane, mais on voit quand même que les économistes de la Commission européenne sont surpris par ce taux. Ils tablaient plutôt sur 1,3. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui permettent de comprendre cette hausse inattendue? Oui, alors j'évoquais la consommation, effectivement, et puis on a aussi les dépenses publiques, hein, qui, avec des mauvaises anticipations là-dessus, on a pensé qu'elles se réduiraient dans plusieurs pays. Au contraire, il n'y a pas eu de réduction des dépenses publiques. Ça a soutenu, alors certes de façon un petit peu artificielle, mais ça a soutenu aussi la croissance. Bon, et puis on a aussi un certain nombre de facteurs qui, pour certains économistes, sont considérés comme des facteurs positifs, qui ne le sont pas forcément. Je voudrais prendre un exemple, le taux d'inflation.
on a un taux d'inflation qui est faible et qui est même inférieur aux anticipations. Alors évidemment, on se dit c'est une bonne chose. Mais à une condition, c'est de savoir... C'est à combien, excusez-moi, ce taux d'inflation? Alors, c'est très variable selon les pays européens. Mais, mais globalement, en France, on est sur 1,5%. Bon, c'est inférieur aux anticipations que l'on faisait il y a encore un an. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est que nous, on considère que c'est une inflation faible, c'est une bonne chose. Mais à condition de savoir pourquoi. Or, on pensait qu'une inflation faible pourrait, en France, être un facteur de croissance. En France, on a une croissance de 0,9, c'est faible, beaucoup plus faible que la croissance européenne. Et encore, les chiffres du dernier trimestre sont très mauvais. Les anticipations pour 2026 sont très mauvaises. Donc, en fait, ce qui s'est passé avec l'inflation, c'est que, contrairement à ce qu'on pensait, l'inflation n'a pas tiré la croissance. C'est en fait le manque de croissance qui a réduit en France la consommation et qui donc joue négativement sur l'inflation. Est-ce que cette croissance au sein de la zone euro à 1,5, est-ce que c'est un phénomène homogène ou est-ce qu'il y a des disparités entre les pays? Non, il y a des disparités importantes, même selon les pays. Alors, en France, on a un taux de croissance qui est faible par rapport à la moyenne européenne. On a des pays qui ont un taux de croissance plus élevé. Alors, je pense par exemple à l'Espagne, mais aussi à certains pays de l'Est, qui ont été moins touchés finalement par certains soubresauts économiques que nous avons subis. L'Espagne, c'est un cas particulier. L'Espagne, c'est un cas particulier parce que les dépenses publiques ont été toujours très fortes et ça soutient artificiellement la croissance. Et puis aussi parce que l'Espagne a bénéficié d'un certain nombre de mesures de largesse, je dirais, de l'Union européenne, dont nous n'avons pas pu bénéficier, voilà, notamment sur l'énergie. Et elle est à combien pour 2003, 3,5 de croissance pour 2025 en Espagne, oui. Un petit peu moins, je crois, un petit peu moins. Mais c'est déjà beaucoup, hein, beaucoup plus que la France. Voilà. Donc bon, on a effectivement un certain nombre de facteurs qui ont je dirais, contribué à accroître la croissance en Espagne. Mais ma conviction profonde, si vous voulez, c'est que nous restons de toute façon en Europe sur le moyen terme sur une croissance relativement faible, et nous resterons tant que nos entreprises souffriront de déficits forts de compétitivité par rapport aux entreprises américaines, chinoises ou indiennes. Donc cette croissance forte en Espagne, on a un gouvernement socialiste à la tête du pays avec M. Pedro Sanchez. Je veux dire, est-ce qu'il n'a pas des leçons à donner à notre président de la République, à nous? En fait, est-ce que aussi également le retrait de l'Espagne du marché commun, du marché européen de l'électricité a joué dans la croissance espagnole? Je pense que c'est un des facteurs qui contribue à la bonne croissance espagnole. Ouais. Mais il y en a d'autres, et je ne pense pas qu'on ait des leçons à recevoir de l'Espagne. Il y a un des facteurs qui a contribué à tirer la croissance, c'est l'accentuation de l'immigration en Espagne. Mécaniquement, les migrants consomment, travaillent, et mécaniquement, ça pousse la croissance vers le haut. Maintenant, ça crée d'autres problèmes. Et moi, ma conviction, si vous voulez, c'est que d'une façon générale, hein, l'ensemble des facteurs qui aujourd'hui tirent la croissance espagnole vers le haut sont des facteurs qui pourront se retourner contre eux à moyen et long terme. Donc, il faut quand même faire attention. Hein. Autre pays européen qui s'en sort très bien l'an dernier, c'est le cas de la Pologne, avec une croissance à 3,6%. La France, on le disait l'année dernière, c'était 0,9%. Est-ce qu'on peut assister dans les années à venir à une division au sein de la zone euro entre pays de l'Est et pays de l'Ouest? Il faut quand même voir une chose, c'est que les pays de l'Est bénéficient des largesses de l'Union européenne. Ça, c'est une première chose. Nous, on n'en bénéficie pas. Et puis, deuxième élément, la Pologne, mais aussi d'autres pays européens, bénéficient d'un phénomène de délocalisation d'entreprises françaises, allemandes, italiennes ou autres. Donc ça, c'est un facteur de croissance. Et puis, il y a aussi un autre élément qui joue. Vous savez, les entreprises chinoises, par exemple, commencent à sentir le vent tourner au niveau européen et commencent à comprendre que leur croissance à l'exportation ne sera pas tenable. Voilà. Donc, ils anticipent un mouvement, si vous voulez, de protection de nos entreprises au niveau européen. Et du coup, pour contourner les futures barrières protectionnistes, qui ont déjà un peu commencé d'ailleurs, eh bien, ils s'implantent des entreprises de plus en plus nombreuses en République tchèque, en Pologne ou ailleurs. Ça, c'est un facteur de croissance aussi.
Certains pays profitent de la zone euro pendant que d'autres décrochent. Comment qu'on explique ces disparités ? Écoutez, moi je pense qu'il faut prendre l'exemple de la France, qui explique très bien effectivement ces disparités. La France, si vous voulez, cumule aujourd'hui tous les mauvais chiffres quasiment, tous les indicateurs économiques sont au rouge. Bon, on est incapable d'avoir un budget équilibré, on est incapable d'avoir une stabilité politique qui incite les investisseurs étrangers à venir s'installer chez nous. On a un taux de chômage qui est en train d'augmenter actuellement. L'indice de confiance des ménages est au plus bas. On a eu plus de 70 000 défaillances d'entreprises l'an dernier, c'est le chiffre le plus élevé qu'on ait jamais connu. Donc on a des pays effectivement qui sont en train de décrocher, alors que d'autres, peut-être plus dynamiques, peut-être moins à cheval sur un certain nombre de considérations juridiques ou sociales, arrivent à s'en tirer beaucoup mieux. Est-ce que cette faiblesse de la croissance française est à mettre sur le compte de l'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron ? Je pense qu'il y a contribué. C'est pas le seul. Mais quand je parlais tout à l'heure du désastre industriel français, c'est sûr qu'on peut pas dire que ça a commencé il y a longtemps. Ça a commencé, je dirais, dans les années 2000. Oui, même un peu avant, je dirais années 90. Voilà. Et on a les premiers chiffres de décrochage de l'industrie française sous Mitterrand. Oui, alors Emmanuel Macron porte une part de responsabilité et je pense que notamment il est responsable de la disparition d'un certain nombre d'entreprises qu'on aurait pu sauver et qui ne l'ont pas été. Vous savez, moi, vous l'avez signalé au début de cet entretien, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La France vendue à la découpe » où je recensais toutes les entreprises qui ont disparu en France parce que pour la plupart, elles ont été rachetées par des investisseurs étrangers. Ce processus continue. Et on n'a pas cherché véritablement à l'empêcher. Alors certes, aujourd'hui, on a des outils juridiques qui permettent de retenir nos entreprises stratégiques. Le processus de prédation peut être bloqué par Bercy. Mais quand on regarde les chiffres, pour 2025, il y a eu 400 demandes de rachat d'entreprises françaises par des investisseurs étrangers. Si vous lisez le rapport de la Direction générale du Trésor, on vous dit que ça donnait lieu à 180 environ autorisations. On laisse entendre, du coup, pour les personnes qui peuvent nous écouter, que le reste, c'est des refus. Non, en réalité, il n'y a eu que 3 ou 4 refus. Alors quand vous voyez, je vous prends juste un exemple concret, quand vous voyez par exemple qu'une entreprise innovante, comme la TECOR, est rachetée par un concurrent américain, avec des garanties à l'époque. On a dit qu'on n'allait pas délocaliser, qu'on allait maintenir en vie l'usine de Montredon, vous voyez, près de Toulouse. Et en réalité, on voit que cette usine a été délocalisée dans les pays de l'Est, ou au Mexique en partie. Donc on voit bien qu'il n'y a pas une véritable volonté de pratiquer une politique industrielle de maintien de nos entreprises sur le sol national. Et ça, c'est un facteur, à mon avis, majeur. Emmanuel Macron, on a l'impression qu'en fait, il continue à appliquer le même logiciel économique que celui qu'on applique depuis une trentaine d'années. Il se tire une balle dans le pied, mais il continue à foncer dans le mur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune remise en question. Ça relève de l'idéologie, quoi. Oui, il y a une espèce de dogmatisme, si vous voulez, selon lequel le libéralisme au niveau mondial, la mondialisation, est forcément une bonne chose pour tout le monde. Alors certes, aucun économiste sérieux aujourd'hui ne nierait l'aspect positif sur la croissance mondiale, sur le développement de certains pays, de la mondialisation. Mais l'erreur consiste à croire que la mondialisation ne fait que des gagnants. Ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans le camp des perdants, principalement pour les raisons de compétitivité que j'évoquais tout à l'heure. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut protéger nos entreprises. C'est la seule possibilité que je vois. Alors, il ne s'agit pas de faire un protectionnisme total, on n'est pas en Albanie, etc. Mais il faut quand même trouver des moyens pour protéger nos entreprises, pour éviter qu'elles ne connaissent des graves difficultés économiques ou qu'elles ne soient rachetées par des investisseurs étrangers qui profitent souvent de belles aubaines. Vous savez, il ne faut pas croire que quand il y a un rachat d'entreprise française par un investisseur étranger, c'est toujours que l'entreprise française est en difficulté. En réalité, les investisseurs étrangers préfèrent acheter des entreprises en bonne santé qui ont de belles perspectives d'avenir. Mais ce manque de protection des entreprises, est-ce le fait de notre appartenance à
l'Union européenne ou est-ce la responsabilité de l'État, en l'occurrence d'Emmanuel Macron? Moi, je crois qu'il y a un peu des deux. L'Union européenne a aussi défendu ce dogme de la mondialisation heureuse. Vous savez, moi, quand on a créé l'Union européenne, il y avait par exemple un principe, c'était le principe de préférence communautaire, et notamment pour la commande publique. Ce genre de principe a été complètement abandonné. L'Union européenne fonctionne selon les règles normales de l'OMC, c'est-à-dire la libre circulation des capitaux, la libre circulation des personnes, la libre circulation des entreprises. Or, aujourd'hui, qui respecte ce principe? Oui, l'Union européenne. Les Chinois, les États-Unis. C'est fini, c'est fini. Les Chinois ne le respectent absolument pas, les Américains non plus, et nous, on est un peu les dindons de la farce à respecter des règles dogmatiques qui, aujourd'hui, nous nuisent terriblement. Alors justement, vous évoquiez un petit peu tout à l'heure le budget, Laurent Huizard, pour 2026. Il a enfin été accouché, si je puis dire. L'accouchement a été difficile. Oui, exactement, au forceps. Un déficit budgétaire attendu à 5%. Est-ce que vous pensez que l'État va encore déraper au-delà de ces 5% prévus ? Écoutez, déjà, 5%, c'est beaucoup plus que ce qui était prévu. L'idée, c'était quand même de réduire... C'est déjà plus que ce que nous oblige l'Union européenne, à savoir 3%. Absolument. Mais le pacte budgétaire... Ça, c'est oublié. Hein. Voilà, les 3% pour la France, on n'en parle même plus. Hein, voilà. Ouais. Non, effectivement, on est encore en déficit. Mais vous savez, la vraie difficulté, c'est que si on voulait effectivement revenir à un budget équilibré, ou en tout cas en deçà des 3%, ça suppose des mesures politiques extrêmement volontaristes, si vous voulez. Et pour ça, il faut qu'il y ait un pouvoir fort. Or, aujourd'hui, le pouvoir politique n'a jamais été aussi faible. Donc, c'est très, très difficile. Moi, je pense que les différents premiers ministres qui se sont succédés depuis 1 ou 2 ans étaient de bonne volonté. Ils avaient une réelle volonté de réduire les déficits parce qu'ils se rendent compte que, finalement, la dette nous conduit dans un mur. Mais sans majorité, on est contraint qu'à des négociations entre partis. Et puis, finalement, on arrive à un budget assez socialiste à l'arrivée qui ne réduit pas le déficit et qui va contribuer encore à accroître la dette, qui aujourd'hui a dépassé déjà les 118% du PIB. Ça devient vraiment problématique. Est-ce que vous pensez que 2026, la France s'expose réellement à une dégradation de sa note par les agences de notation, ce qui nous exposerait à une hausse des taux et à une possibilité qu'on ait des grosses difficultés à emprunter? Oui, alors... curieusement, les taux ont été réduits ces derniers mois. Là aussi, c'est une bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle qui a contribué au petit sursaut de croissance que vous évoquiez tout à l'heure. Mais c'est vrai que, globalement, la note de la France a été déjà rabaissée à 3 reprises. Les perspectives pour les années à venir ne sont pas bonnes, il faut le dire. Tant qu'on n'aura pas pu convaincre les agences de notation de notre capacité à réduire la dette et à relancer l'activité économique, il y a des chances qu'à nouveau, on a une dégradation de notre notation. Alors, chaque fois qu'il y a une dégradation de la notation, c'est vrai que c'est un facteur qui conduit à accroître les taux d'intérêt. Vous savez, je crois qu'il faut se rendre compte d'une chose. En France, on emprunte près d'1 milliard tous les jours. Pas pour investir, principalement pour notre fonctionnement. Vous comprenez bien qu'à terme, ce n'est pas tenable. Donc aujourd'hui, on arrive à faire fonctionner à peu près l'économie uniquement par l'accroissement de la dette. C'est tout à fait artificiel et c'est même extrêmement dangereux. Alors comment expliquer, on revient sur ce pourcentage de 1,5% à l'échelle de la zone euro. Donc on nous explique que cette croissance revient, mais le pouvoir d'achat ne progresse pas, ni à l'échelle européenne, ni à l'échelle française. Oui. Comment ça se passe en Europe? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama de ce que les Européens ont, l'idée qu'ils se font de leur pouvoir d'achat? Alors il y a eu un rapport de l'INSEE qui vient de sortir sur cette question et qui est très intéressant. Globalement, le pouvoir d'achat des ménages stagne. Bon, c'est très clair en Europe. Et vous voyez, ça contredit un petit peu ce bon chiffre de la croissance que vous évoquiez tout à l'heure. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir comment se positionne la France par rapport au reste des pays européens. Or, on a un événement qui est tout à fait nouveau, c'est que la France vient de basculer, en termes de pouvoir d'achat, en dessous de la moyenne européenne. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau parce que jusqu'à présent, on avait quand même un pouvoir d'achat des ménages qui était supérieur à la moyenne européenne. Pire,
Il y a des prévisions qui sont faites à 5-10 ans et certains analystes prévoient que le pouvoir d'achat des Français sera inférieur au pouvoir d'achat des Polonais dans 5 à 10 ans. Voilà où nous en sommes aujourd'hui en France. Donc effectivement, moi je comprends, si vous voulez, les Français qui ont une vision assez morose des perspectives d'avenir et de l'économie aujourd'hui. J'entendais beaucoup de témoignages de nos téléspectateurs qui gagnent leur vie, mais qui ont des enfants et qui ont réellement le sentiment d'être déclassés économiquement, qui ne peuvent plus acheter ce qu'ils veulent au supermarché, qui ne peuvent plus partir en week-end. Oui. Il y a un véritable déclassement psychologiquement. Alors, on commence à le percevoir, ce déclassement, et effectivement, vous avez raison, il est réel. Alors, vous savez, les chiffres officiels ont toujours un temps de retard par rapport à la réalité, mais les ménages l'aperçoivent bien, la réalité. Alors, sur les jeunes, il y a quand même un phénomène qui est très important. Le chômage est en train de repartir à la hausse actuellement, et les perspectives à 1 an, 2 ans, 3 ans sont très mauvaises. Or, quand le chômage augmente, les premiers touchés, ce sont les jeunes. Les entreprises n'embauchent plus. Et alors, il y a un phénomène aujourd'hui, on voit des diplômés de grandes écoles, ingénieurs, grandes écoles de commerce, qui, bien que diplômés, ne trouvent pas de travail. Et sont obligés d'accepter des jobs, je dirais, d'attente, mais qui peuvent durer, payés au SMIC. Et qui ne correspondent pas du tout aux formations dont ils ont pu bénéficier. Donc, on voit, il y a un réel souci. Le déclassement, je pense qu'il est réel. Il n'est pas seulement perçu, si vous voulez. Je pense que les chiffres le confirmeront d'ici 1 an ou 2. Vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, Laurent Isard, cette croissance française pour 2025 est à 0,9%. Elle repose beaucoup sur la dépense publique et l'endettement public. Comment les autres pays autour de nous font-ils pour avoir des taux de croissance supérieurs aux nôtres sans avoir recours forcément à la dépense publique? Oui, mais parce qu'ils ont un contexte économique qui est plus favorable, si vous voulez. Nous l'évoquions tout à l'heure, nos entreprises sont pénalisées par une fiscalité, par un coût du travail excessif par rapport aux autres pays. Bon, je pense que les 35 heures ont fait beaucoup de mal là-dessus. Et c'est vrai que nos entreprises subissent un certain nombre d'handicaps, si vous voulez, qui finalement se traduisent au niveau macroéconomique. Moi, j'envie la dynamique polonaise, j'envie la dynamique italienne, voyez, et on peut s'interroger effectivement sur le marasme français, sur la situation d'attente dans laquelle nous sommes actuellement. Beaucoup d'entreprises ont décidé de décaler leurs investissements, par exemple, parce qu'ils sentent que le contexte à la fois politique, économique en France et financier n'est pas favorable. Et vous voyez, là où c'est un vrai drame, c'est que un des vrais problèmes de nos entreprises, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la difficulté à se financer. Or, l'épargne des Français, c'est 6 500 milliards, c'est-à-dire près de 2 fois la dette. Donc en réalité, c'est pas qu'on manque d'argent, c'est que nos entreprises n'arrivent pas à mobiliser, ou les banques, si vous voulez, n'arrivent pas à mobiliser l'épargne des Français pour investir. Alors ça, c'est dû à des phénomènes assez culturels. Les Français n'aiment pas prendre de risques, si vous voulez, puis on peut les comprendre dans un contexte un peu incertain. Mais moi, je suis persuadé que la première priorité de notre gouvernement, ça devrait être de trouver des systèmes pour flécher l'épargne des ménages, pour leur garantir une certaine sécurité, flécher l'épargne des ménages vers les entreprises. La monnaie unique, l'euro, certains pays en sont bénéficiaires, tandis que d'autres, comme la France, en subissent les conséquences. Comment est-ce qu'on explique cette diversité d'un pays à l'autre? Moi, je crois qu'il ne faut pas exagérer cette diversité. Tous les pays qui sont dans la zone euro sont soumis à l'euro, et on sait qu'aujourd'hui, l'euro est particulièrement fort, notamment par rapport au dollar. Je crois à peu près qu'on est aujourd'hui à 1,20 $ pour 1 euro. Alors, un euro fort, si vous voulez, ça fragilise les exportations, qui sont déjà pénalisées par les autres facteurs que nous avons évoqués. Et alors, certains pays, si vous voulez, en souffrent moins. C'est vrai, parce que leur économie repose moins sur des exportations, importations. Mais globalement, l'euro aujourd'hui, à mon avis, joue contre les pays européens. Et là, il y a un vrai souci. Il faudrait aussi s'en préoccuper un petit peu.
La BCE s'est réunie le 5 février. Je le dis à nos téléspectateurs, nous enregistrons cette émission le 5 février. Normalement, Christine Lagarde et ses amis ne devraient pas toucher au taux d'intérêt actuel à 2%. Vers quoi s'oriente-t-on dans les mois à venir en termes de politique monétaire ? Alors la politique monétaire, elle est tout à fait dépendante du contexte économique. Donc là encore, dans un contexte incertain, c'est très difficile de faire des anticipations là-dessus. Alors moi, j'ai les mêmes informations que vous. Hein. On devrait rester sur des taux assez identiques à ceux pratiqués cette année. Et ce qui est plutôt une bonne chose. 2%, c'est faible, finalement. Hein, voilà. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le spread, c'est-à-dire l'écart de taux entre les pays européens, a plutôt tendance à se réduire en ce moment. Ça, c'est aussi une bonne chose. Mais on peut tout à fait imaginer que brusquement, milieu 2026 ou fin 2026, il y ait une hausse des taux d'intérêt. En fait, on n'est pas totalement libre sur les taux d'intérêt, il faut bien comprendre ça. Alors vous dites que la BCE décide... On suit décide... la Fed, c'est ça ? Bah oui, un petit peu, on est quand même contraint un petit peu par ce qui se fait dans le reste du monde. Et du coup, dire voilà, la BCE décide ça ou va décider ça ou va maintenir ça dans les années à venir, c'est prendre des paris qui sont un petit peu hasardeux. J'en parlais avec certains de mes invités précédemment qui redoutent un krach obligataire cette année, en 2026. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'entendais, non pas Bernard Monod, mais Philippe Béchade me parler de la situation des banques japonaises. Oui, écoutez, je pense qu'effectivement, ce krach, il est attendu par de plus en plus de personnes. Qu'est-ce que c'est un krach obligataire, si vous pouvez nous expliquer ? Oui, si vous voulez, les obligations, ce sont des emprunts qui sont émis par l'État. Vous voyez, voilà. Et les pays comme la France émettent chaque année de très nombreux titres obligataires. Or, ce qui peut se passer, c'est que jusqu'à présent, on a confiance quand même dans la France, hein, dans sa parole et dans ses finances. Donc, dans ses capacités à lever l'impôt. Voilà, pas l'impôt. Là, il ne s'agit pas d'impôt, hein, il s'agit d'obligations. Donc, lorsque l'État français émet des obligations, elles sont achetées. On trouve preneurs. On trouve des investisseurs américains, des investisseurs... Bon, voilà. Et c'est vrai pour d'autres pays. Or, on a des signes, si vous voulez, un peu inquiétants. Et notamment au Japon, ce qui s'est passé récemment, c'est que le Japon, comme il le fait habituellement, comme nous le faisons, a émis des titres obligataires, donc a sollicité des prêteurs de l'argent, et là, ça ne s'est pas bousculé. Voilà. Donc, cette confiance qui était quasi universelle envers certains pays, comme le Japon, comme la France, commence un petit peu à s'éroder. Et ça, c'est assez inquiétant. Alors justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure, ce pacte budgétaire qui oblige la France à ne pas débourser 3% de déficit. Cette obligation a sauté depuis le Covid et n'est jamais revenue en vigueur. Est-ce que c'est quelque part une première petite mort de l'Union européenne qui n'arrive plus à imposer à ses États membres ce qui est écrit dans ces traités ? Bon, déjà avant le Covid, nous ne respections pas les critères de Maastricht. Hein. C'est vrai. Voilà. Alors c'est vrai que ce qui s'est passé avec le Covid... On était censé être punis par Bruxelles avec des amendes. Et on a demandé des rallonges, on a trouvé... Bon. Non, je pense que ces fameux critères qui sont quand même, il faut le rappeler, des critères de stabilité et des critères qui permettent que les différents pays se situent au même niveau sur un certain nombre d'indicateurs économiques. Ces critères ne sont plus respectés aujourd'hui. Voilà. Et je dirais pas seulement par la France. Et ça, c'est assez nouveau. Alors, la France, on fait partie des mauvais élèves là-dessus, il faut bien le dire. Mais je n'entends plus l'Union européenne nous dire, on va sanctionner les pays qui ne respectent pas. Alors, est-ce que c'est en train d'exploser ? Je n'en sais rien. Ce que je constate simplement, c'est qu'aujourd'hui, ces fameux critères ne sont plus respectés et qu'on ne sanctionne plus les pays qui ne respectent pas. Ça sera ma dernière question, Laurent Izard. Est-ce qu'on peut parler de prospérité de la zone euro avec ces hurrahs à Bruxelles qui découvrent un taux de croissance supérieur à leurs espérances de 1,5% sans souveraineté monétaire, budgétaire ou industrielle ?
Alors, il y a un peu d'autocongratulation là-dessus. Moi, je pense qu'il faut rester humble et modeste. Alors oui, il ne faut pas non plus, je dirais, considérer que tout est perdu en Europe et que nous n'avons pas d'atouts qui peuvent à terme nous permettre de relancer notre économie. Mais il faut bien le dire aujourd'hui que nous sommes dépassés dans beaucoup de secteurs et ça c'est extrêmement inquiétant. Je voudrais juste prendre un exemple concret pour les personnes qui nous écoutent. L'industrie automobile. Un élément central en France. Or, Stellantis, Peugeot, Citroën, Fiat, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit encore français aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait encore des usines dans 5 ans en France. Actuellement, on crée des usines aux États-Unis. Voilà, on sort de l'Europe. Les marques chinoises, BYD, Leapmotor, GM, Dongfeng, etc., vont très prochainement déferler sur l'Europe. Les Chinois ont créé une voiture qui correspond à peu près à la Mégane ou à la Scénic Renault à moins de 5 000 €, qui va arriver en Europe bientôt. Je ne vois pas comment, dans le contexte actuel, et j'ai évoqué l'automobile, on pourrait prendre d'autres exemples, je ne vois pas comment nous pourrions rester compétitifs. Et ça, c'est un vrai drame. Vous savez que peut-être qu'en ce moment même, BYD, constructeur chinois, est en train de fabriquer une usine en Chine dont la dimension est supérieure à celle de la ville de Paris. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et c'est devenu le premier constructeur mondial. Donc, ce que je dis là pour l'industrie automobile est vrai par exemple, pour l'aéronautique, avec Comac qui arrive. C'est vrai avec les médicaments. Même les secteurs qu'on croyait totalement protégés ne le sont plus. Comme le luxe, par exemple. On a des entreprises chinoises du luxe qui sont en train de monter en puissance. Donc, ma conviction, si vous voulez, c'est soit on arrive à protéger notre économie, soit on peut dire adieu à notre industrie et à notre pouvoir d'achat. Et à notre niveau de vie, vous le disiez, oui, qui risque de passer sous la moyenne de la zone euro, la Pologne risquant de nous passer devant. On est déjà passé en dessous de la moyenne de la zone. Oui, oui. Bon, bah écoutez, le bilan est assez calamiteux, encore une fois, pour la France et la zone euro. Est-ce qu'il y a un motif d'espoir pour la France? Les municipales se profilent. L'an prochain, la présidentielle. Est-ce que vous avez un motif d'espoir? Ah oui, quand même. Il faut finir sur une bonne touche. Bon, non, on a en France et en Europe quand même des atouts absolument incroyables. Voilà. On a encore des systèmes de... Vous avez écrit un livre qui s'appelle « 365 raisons d'aimer la France et les Français ». Parmi ces raisons, il y a le fait qu'en France, nous bénéficions encore, même si on a perdu un peu, d'un savoir-faire assez extraordinaire dans l'industrie, dans l'artisanat. On a des atouts aussi. Vous savez, je vais vous prendre un exemple. Bien évidemment, vous avez entendu parler des fameuses terres rares. Vous savez, on nous dit « Ah, c'est les Chinois, ils ont 95%. » Mais c'est pas vrai. Ils ont 95% du traitement des terres rares. Mais des terres rares, on en a en Europe. Et au sein de l'Europe, quel pays en a le plus? La France. Ouais, dans les Pyrénées, dans le sud du Massif central, etc. Donc, mais seulement on n'exploite pas. Vous voyez, voilà. On a en France l'énergie la moins chère du monde. Alors évidemment, je vous disais tout à l'heure, nos entreprises ne le voient pas. Vous parlez du nucléaire. Ah oui. Oui, parce que c'est le dernier truc qui nous reste, quoi. Oui, mais c'est un atout absolument essentiel. Voilà. Donc, et puis on a des entrepreneurs dynamiques en France. Il y a plein de start-up extraordinaires. Est-ce que les projets du nucléaire que le président Macron semble vouloir relancer vous inspirent? C'est-à-dire les SMR, les Small Modular Reactors. Voilà, c'est les mini-réacteurs. Moi, je dirais déjà que là-dessus, on a perdu énormément en bradant, en abandonnant notre industrie nucléaire qu'on avait eu beaucoup de mal à mettre en œuvre dans les années 80-90. À cette époque-là, on avait 20 ans d'avance sur le reste du monde. Et puis on a abandonné. Voilà, on a abandonné et aujourd'hui, ce sont les technologies que reprennent les Américains et qui les vendent aux pays de l'Est notamment. Bon, alors oui, le projet des petites centrales nucléaires, il est intéressant. Maintenant, bon, ça suppose un investissement important. Qui va le financer? Comment? Là, c'est le grand mystère. On va terminer vraiment là-dessus, Laurent Izard. On pressent peut-être une fin de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que, selon vous, une reprise des négociations commerciales avec la Russie est possible? Et quelles en seraient les conséquences si cela arrive? Nous avons toujours des relations commerciales avec la Russie.
Voilà, c'est pas zéro aujourd'hui. Voilà. Alors, et puis la guerre en Ukraine, mine de rien, c'est aussi un des facteurs qui tire notre croissance, parce que l'industrie militaire en Europe fonctionne à plein régime en ce moment. Bon, alors oui, on peut espérer que s'il y a une paix un jour, nous pouvons relancer notre coopération avec la Russie, qui en a bien besoin aussi, parce que son économie se porte pas bien non plus. Et effectivement, on peut espérer bénéficier, notamment à nouveau, des ressources énergétiques de la Russie qui nous font un petit peu défaut, même si en réalité, par des voies détournées, nous continuons à importer du gaz et du pétrole russe. Mais il y a aussi un autre aspect là-dessus, c'est l'Ukraine elle-même. Voilà. Est-ce que l'Ukraine va entrer dans l'Union européenne ou pas? Il y a aussi des incertitudes là-dessus. Apparemment, M. Merz c'est non, mais a douché les espoirs de M. Zelensky. Oui, à court terme, oui, c'était certain. À moyen terme, il faut voir, parce que là aussi, il y a des marchés, il y aura des marchés de la reconstruction très importants à saisir. Le jour où on va reconstruire l'Ukraine... Les Américains ont déjà mis la main dessus, sur une bonne partie. BlackRock, etc. Oui, absolument, mais pas tout. Voilà. Moi, ma question, c'est, le jour où on va reconstruire, est-ce que les entreprises françaises et européennes seront présentes, ou est-ce que ça sera uniquement des entreprises américaines ou chinoises? Voilà, ça c'est un vrai sujet. Merci Laurent Izard. Votre ouvrage, toujours d'actualité, dont j'en rappelle le titre, La France vendue à la découpe. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite après cette émission, l'excellente chronique de Philippe Béchade. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt et salut. Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Dislocation, réallocation ». Alors la dislocation, vous vous doutez peut-être un peu qu'elle est en grande partie liée à la révélation de 3 millions de documents concernant la galaxie de perversion, de chantage liée à M. Epstein et les services secrets israéliens dans un gigantesque compromat, terme russe, ce qui fait que les déconspirateurs s'en donnent à cœur joie pour dire que le nom de M. Poutine est cité 1000 fois, quand celui des services secrets israéliens l'est probablement 10 fois plus. Mais c'est surtout la dislocation de la crédibilité de nos médias qui est absolument stupéfiante dans les proportions qu'on observe, puisqu'après la révélation des Epstein Files, alors que Keir Starmer au Royaume-Uni sera peut-être contraint à la démission pour avoir embauché M. Mandelson comme ambassadeur aux États-Unis, sachant pertinemment qu'il était mouillé dans des affaires effroyables liées à la galaxie Epstein. Donc Keir Starmer serait peut-être contraint à la démission. Et sur nos journaux télévisés, mais que ce soit les chaînes publiques ou les chaînes privées, nous obtenons à peu près chaque jour, midi et soir, nous obtenons à peu près le même menu. Alors certes, faits divers dramatiques, enseignants poignardés. On évite de parler de ce sujet car il est stigmatisant pour des élèves qui ont basculé dans la sauvagerie, mais les pauvres n'ont pas les codes. Donc, un fait divers dramatique. Et puis, immédiatement après, on a le droit alors aux inondations en Bretagne, dans le sud de la France. S'il n'y a rien en France, on trouvera bien une inondation en Autriche ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des tuiles arrachées suite à une tornade ou un coup de vent
sur la pointe nord du Cotentin. Et on enchaînera ensuite avec les Jeux Olympiques et nos chances de médailles. Et enfin, on terminera le journal télévisé dans la joie et la bonne humeur avec ce petit paradis perdu, oublié des touristes français. Voilà ce qu'est aujourd'hui l'information. Le mot d'ordre, ne pas parler de l'affaire Epstein. Il n'y a aucun pays au monde où nos médias en parlent moins, ou alors pour faire du damage control, comme on l'a vu avec M. Jack Lang, faisant le tour des plateaux pour expliquer qu'il ne connaissait pas, ou quasiment pas, M. Epstein, sauf au travers de son côté amateur d'art, tandis que sa fille est couchée sur le testament de M. Epstein et va recevoir une somme de 5 millions de dollars. Mais ils ne se connaissaient pas naturellement. Et le journaliste en plateau prend toutes les explications de l'ex-ministre de la Culture et administrateur de l'institution du monde arabe comme argent comptant, sans jamais le contredire, sans jamais creuser plus avant. Voilà. Et bien entendu, comme je m'y attendais, comme je l'avais mis d'ailleurs sur mon fil Twitter, Pitbull GR, je m'attends évidemment à ce que ce gigantesque compromat orchestré par les services secrets israéliens, puisque compromat, c'est un terme russe, évidemment, on va vous expliquer, c'est Poutine. Voilà donc où nous en sommes. Dislocation totale de la crédibilité des médias. Et tout cela s'accompagne également d'une dislocation des actifs financiers. Ça a commencé par un krach de l'argent et de l'or le vendredi 30 janvier. Il y a eu des répliques, et notamment celle du jeudi 5 février, qui a renvoyé l'argent tout près de ses planchers, vers les 74 $, l'or vers 4008. Mais ce qui s'est ensuite déclenché, c'est l'effondrement du Bitcoin sous un très important support technique qui est 74 000 et qui devrait précipiter donc la crypto qu'on présentait comme de l'or numérique, le précipiter vers 63 000. Autrement dit, en quelques mois, le Bitcoin aura reperdu exactement la moitié de sa valeur. L'Ethereum menace de basculer sous les 2000 $. Il n'y a pas grand-chose comme support avant 1100, tandis que l'or, pourtant victime d'une correction d'environ 15% par rapport à ses sommets, reste pour l'instant bien ancré dans sa tendance haussière. Moins 15 pour l'or, moins 50 pour le Bitcoin. On est également à pratiquement moins 50 sur l'Ethereum. Et après donc la secousse sur les métaux précieux, la secousse fatale sur les cryptos, voilà que le Nasdaq craque à son tour, enfonce ses principaux supports. Il n'avait pas corrigé de plus de 5% depuis presque un an, depuis bien sûr la révélation de la grille de tarifs douaniers de Donald Trump début avril 2025. Donc le Nasdaq, ça y est, bascule à son tour dans un scénario de correction. Autrement dit, des réallocations d'actifs sont en train de s'opérer à grande échelle. Et si vous n'avez pas l'âme d'un spéculateur, quand le couteau tombe, abstenez-vous de le saisir au vol. Et regardez quand même du côté des métaux précieux, parce que si l'argent ou l'or papier sont littéralement torpillés, l'argent physique et l'or restent pour l'instant en situation de pénurie et structurellement demeurent fortement haussiers. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France.
laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt.